Bonjour et bienvenue dans la deuxième capsule qui porte sur la partie 4. On est dans votre livre à la page 143 et on a terminé la première capsule en se posant la question comment on fait si nos membranes sont faites de lipides, comment on réussit à faire circuler des molécules d'eau à travers cette membrane-là. Et je vous rappelle bien sûr qu'on parle de la façon dont nos membranes plasmiques sont faites et c'est quoi leur rôle dans notre organisme. Alors, comment on va réussir à faire traverser des molécules qui sont hydrophiles à travers notre membrane? Mais on n'aura pas le choix d'utiliser des transporteurs pour réussir à faire voyager ce type de molécules-là. On parle donc de la perméabilité de la bicouche lipidique. Elle est perméable, donc elle laisse passer quel type de molécules notre membrane. Vu que c'est des lipides qui forment la majorité de nos membranes, c'est sûr que les molécules qui n'aiment pas l'eau, alors les molécules qui sont hydrophobes, vont se dissoudre facilement dans notre membrane, vont traverser lentement. Donc, tout ce qui est lipides, acides gras, certaines vitamines A, D, E et K qu'on qualifie de liposolubles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se dissoudre à l'aide de substances lipidiques. Bien, ces vitamines-là, ils vont passer à travers nos membranes très facilement. À travers les phospholipides, le CO2 et l'oxygène sont des molécules qui passent facilement à travers nos membranes parce qu'elles ne portent pas de charge. Qu'est-ce qui arrive avec les molécules comme l'eau? Alors, toutes les molécules qui sont hydrophiles. On se rappelle, on a une double couche de phospholipides. Le centre de nos membranes est hydrophobe. Ça veut dire que le centre de nos membranes repousse les molécules qui aiment l'eau. Des fois, les molécules d'eau sont assez petites pour réussir à traverser la double couche, mais ça va se faire difficilement. Il va falloir les aider. Comment on peut aider des molécules à passer à travers la membrane? Bien, en utilisant nos protéines transmembranaires. C'est comme ça qu'on va réussir à faire passer nos molécules hydrophiles. On se rappellera que tout ce qui est mono et disaccharides, glucose, maltose, bien, ils ont besoin d'aide pour passer à travers les membranes. Même chose pour tout ce qui est chargé, les K+, les Na+, les Cl-, les petits acides aminés qui portent des charges. Toutes ces molécules-là vont avoir besoin d'aide pour pénétrer à l'intérieur de nos cellules ou en sortir. Donc ça, c'est un petit rappel pour dire que notre perméabilité membranaire, bien, elle résulte de la composition de nos membranes, double couche de phospholipides et aussi des protéines de transport qu'on va pouvoir utiliser pour faire circuler nos molécules hydrophiles. Et on commence un morceau de la matière qui porte sur le transport. Donc, comment on va faire circuler tout ce qu'on a besoin de faire rentrer dans nos cellules et tout ce qu'on a besoin de faire sortir? On va séparer ça en deux grands types de transport. Le transport qu'on va qualifier de passif, qui n'utilisera pas d'énergie pour se faire, qui va se faire, si on veut, librement, facilement, pas besoin d'investir d'énergie. Tandis que il y a un autre type de transport qui, lui, va nécessiter qu'on utilise des molécules d'ATP pour le faire. On va débuter par décrire le transport passif. On l'a déjà dit, tu n'as pas besoin d'ATP pour le faire. Qu'est-ce qui fait bouger les molécules? À ce moment-là, c'est le gradient de concentration de la molécule elle-même. Une molécule voyage toujours d'un endroit où elle est en forte concentration vers un endroit où elle est en plus faible concentration. Et les trois types de transport passif qu'on a vont utiliser ce gradient de concentration-là pour se faire. On va avoir la diffusion simple, l'osmose
qui va impliquer uniquement le transport de l'eau, et la diffusion facilitée, qui va nécessiter l'utilisation de protéines transmembranaires pour pouvoir se faire. Allons voir la diffusion simple. Diffusion simple, qui correspond à la figure 7.10, n'importe quelle substance, un ion, une molécule, va pouvoir traverser la double couche de notre membrane en suivant son gradient de concentration. Ça veut dire que cette substance-là, elle est soit très très petite ou soit qu'elle est hydrophobe, donc qu'elle peut se dissoudre dans ma couche de lipides. La figure 6.10 nous montre une diffusion simple. Alors, on imagine notre membrane plasmique ici. Et ça peut être des ions, pas des ions, mais mettons du CO2 puis de l'oxygène. Okay? S'il y avait beaucoup d'oxygène d'un côté de la membrane, l'oxygène diffuserait de l'autre côté de la membrane jusqu'à atteindre une forme d'équilibre pour que la concentration de part et d'autre de ma membrane soit équivalente. Alors, c'est une diffusion simple parce que je n'ai pas besoin d'emprunter des protéines membranaires pour faire ça. Je diffuse directement à travers ma membrane. Comme je vous dis, le meilleur exemple de ça, de cette diffusion simple dans nos cellules, ce serait vraiment le CO2 et l'oxygène qui vont voyager comme ça à l'intérieur et à l'extérieur de nos cellules. Deuxième catégorie de transport passif. C'est l'osmose. Alors, c'est le transport de l'eau. Vous avez une belle petite définition ici. Alors, la vraie définition de l'osmose, c'est de dire que l'eau va diffuser de l'endroit où il y a plus d'eau libre vers l'endroit où il y a moins d'eau libre. Et là, il faut aller définir qu'est-ce que l'eau libre. On le voit à la figure 7.11. Voici une partie de la figure 7.11. Ici, vous avez vos molécules d'eau. Ici, on imagine notre membrane plasmique. Ici, vous avez des glucoses en verre. De l'eau libre, c'est de l'eau qui n'est pas liée à un soluté quelconque. Donc, c'est de l'eau qui n'est pas attachée à un Na+, à un Cl-, à un glucose, à un acide aminé. C'est de l'eau non liée. Alors ici, puisque j'ai moins de soluté de ce côté-ci, j'ai pas beaucoup de glucose ici, si je le compare à ce côté-ci de la membrane, mes molécules d'eau sont donc, il y a plus de molécules d'eau libres de ce côté-ci de ma membrane que de l'autre côté, parce qu'ici, les molécules d'eau, elles sont occupées avec des glucoses. Ce qui veut dire que l'osmose va faire que l'eau va diffuser de ce côté-ci de la membrane vers ce côté-ci, si on veut, comme pour aller diluer le milieu qui est de l'autre côté. Et l'osmose dans notre organisme est excessivement... C'est un principe super important. On en tient compte dans plein d'actes médicaux, que ce soit quand on met un soluté à quelqu'un à l'hôpital pour le réhydrater, par exemple, pour maintenir la concentration de ces ions dans le sang à un niveau adéquat. Dans notre vie quotidienne, on tient compte de l'osmose sans le savoir. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans notre vie quotidienne, mais on va commencer par regarder la figure 7.12 qui parle de l'équilibre hydrique dans nos cellules. Cette figure-là, elle est très importante. Il faut absolument que vous compreniez les termes qui sont là-dedans et que vous sachiez expliquer les mouvements d'eau dans différents milieux dont on va parler. Ici, on vous présente, premièrement, des cellules humaines, animales. On prend
en exemple les globules rouges. En dessous, vous avez la version pour une cellule végétale. Cellule végétale, il y a une membrane plasmique exactement comme la nôtre, mais par-dessus, il y a une paroi cellulaire. Mais ça n'existe pas dans nos cellules animales à nous, cette paroi. Vous avez ici 3 milieux différents, 3 solutions. Quand on parle d'une solution hypotonique, c'est qu'on la compare, on compare le milieu extérieur par rapport à l'intérieur de la cellule et on dit que c'est hypotonique parce qu'il y a moins de soluté à l'extérieur qu'à l'intérieur de ma cellule. Isotonique veut dire qu'il y a autant de soluté à l'extérieur qu'à l'intérieur de ma cellule et hypertonique veut dire qu'il y a beaucoup plus de soluté à l'extérieur de ma cellule que j'en trouve à l'intérieur. Alors, comment nos cellules animales vont réagir quand je vais, par exemple, mettre un globule rouge dans une solution qui est hypotonique? Ça voudrait donc dire que vu que j'ai moins de soluté à l'extérieur, j'ai plus d'eau libre à l'extérieur. L'eau voyage selon son gradient de concentration. Plus d'eau libre à l'extérieur veut dire que l'eau libre va vouloir pénétrer à l'intérieur de ma cellule et ma cellule risque d'éclater. On va utiliser le terme lyser quand on va vouloir exprimer qu'une cellule animale éclate. Solution isotonique maintenant. Alors, ma solution isotonique veut dire que j'ai autant de soluté à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça veut dire que j'ai de l'eau qui entre et qui sort, mais de façon équilibrée. C'est l'état de mes cellules normales. Ça veut dire qu'actuellement, on est en santé, tout va bien. Mes globules rouges sont sous cette forme-là dans mon sang. Quand je parle d'une solution hypertonique, beaucoup plus de soluté à l'extérieur veut donc dire moins d'eau libre. J'ai plus d'eau libre à l'intérieur de mon globule rouge. L'eau libre va vouloir sortir de mon globule rouge et ma cellule va ratatiner. On va utiliser le vrai terme, ça veut dire créneler. Alors, c'est vraiment pas bon. Si par exemple, pour une raison X, mon sang devenait très, très concentré en soluté, si je perdais de l'eau libre, si j'étais très déshydratée par exemple, mais ça pourrait créer une solution hypertonique si je ne rétablis pas mon équilibre et mes globules rouges pourraient tous se retrouver crénelés. La version végétale maintenant. La différence, je l'ai dit, c'est la paroi cellulaire qui est présente. Elle est rigide et elle maintient la membrane plasmique dans une certaine position. Une cellule végétale, contrairement à une cellule animale, son état normal, c'est quand elle se trouve dans une solution hypotonique. C'est-à-dire quand il y a plus d'eau libre autour d'elle, l'eau pénètre, ça fait gonfler ma membrane plasmique, mais puisque ma paroi cellulaire, elle est rigide, mais ça fait juste que ma cellule, elle a une belle forme. Okay? Quand une plante et les feuilles sont vertes, sont rigides, ils se tiennent bien, ben c'est son état normal. Une solution isotonique pourrait rendre mes cellules flasques, c'est-à-dire qu'il y aurait une sortie d'eau et une entrée d'eau. Ça serait équilibré comme mouvement d'eau, mais ça ferait que ma cellule se tiendrait moins bien. Et si jamais je tombe dans une solution hypertonique, bien là, à ce moment-là, ma cellule risque de mourir. Elle va plasmolyser, c'est-à-dire que la membrane plasmique va se décoller de ma paroi cellulaire puisque je vais perdre beaucoup trop d'eau. Là, à ce moment-là, c'est dangereux pour ma cellule végétale. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est très important de bien comprendre cette figure-là. Et pour les exemples dans la vie de tous les jours, confiture, hydrascence ou ce qu'on appelle aussi la version sinus-rince. Je ne sais pas si vous utilisez ces produits-là, mais quand on lit sur les bouteilles, on va parler d'une solution isotonique et
il faut mettre un petit sachet dans du sinus rince, par exemple, un petit sachet de sel, c'est que si on veut se rincer les voies nasales, les sinus, si on utilisait juste de l'eau ordinaire avec zéro soluté à l'intérieur, bien, ça pourrait faire que nos cellules gonflent par le principe d'osmose, puisqu'il y aurait plus d'eau libre, dans le fond, en contact avec nos cellules des voies respiratoires supérieures. L'eau pourrait donc entrer dans nos cellules et les faire gonfler. Ce n'est pas l'effet recherché du tout. Alors, c'est pour ça qu'on va se rincer les voies nasales supérieures avec une solution isotonique qui contient la même quantité de soluté que ce qu'on trouve à l'intérieur de nos cellules. On veut vraiment éviter un mouvement d'eau. Je vous montre la confiture parce que à l'époque, on l'utilisait beaucoup comme moyen de conservation. Imaginez un milieu très, très sucré. On faisait aussi la version salée pour de la viande salée, la conserver plus longtemps. Et les bactéries ont une membrane plasmique et si des bactéries ou des moisissures tombaient dans le pot de confiture, bien, par le principe d'osmose, l'eau sortait de leurs cellules, les bactéries meurent donc au contact de milieux trop sucrés ou trop salés, ce qui nous permettait d'éviter que nos aliments se détériorent. C'est pour ça que les confitures ou tout ce qui est très, très salé se conserve plus longtemps. Et cette figure-là, je vous laisse deviner. Alors, lequel des messieurs se baigne dans la mer et lequel des messieurs se baigne dans un lac, donc dans l'eau douce? Je vais vous laisser sur cette réflexion. Ça termine notre deuxième capsule.